Bonsoir à tous, nous revoilà pour un nouveau direct IR Stream. Est-ce que tout le monde peut me confirmer que le son et l'image sont bons? Alors, je vois que les plus actifs sont déjà dans les starting blocks. Bonsoir André, bonsoir Ludovic, bonsoir Alexandre, bonsoir Bruit du Monde, bonsoir Gérard, bonsoir Divda, bonsoir Béatrice, bonsoir Dom. Ok, on me dit que tout marche. Bonsoir Christina. Impeccable. Alors, bonsoir Marie-Christine, je m'excuse par avance. Je vais devoir régulièrement me moucher, boire quelque chose. J'ai une grosse crève depuis une bonne semaine qui a du mal à partir. J'ai beau me soigner, voilà. Malheureusement, j'ai des quintes de toux qui reviennent régulièrement. Et je dois malheureusement donc régulièrement vider ce qui est dans le nez, sinon je tousse, c'est horrible. Donc je m'excuse par avance pour le côté un peu virus peu ragoûtant et compagnie, voilà. Mais bon, cette semaine, c'est quand même une date importante. Je voulais pas vous priver de direct. C'est quand même les 4 ans du lancement de l'opération militaire spéciale. Ludovic qui dit Samagone matin, midi et soir. Non, si je bois du Samagone matin, midi et soir, je vais pas être en état de travailler. Je vais être ivre. Voilà, pour ceux qui savent pas, le Samagone, c'est de l'alcool. C'est généralement de l'alcool fait maison d'ailleurs. C'est comme la petite prune du grand-père, quoi. Vous voyez le machin, hein, c'est encore plus costaud que la vodka. Le machin, ça te décape tout, y compris le cerveau. Bonsoir Laure. Alors, donc, oui, 4 ans, puisque le 24 février 2022, nous nous réveillons très très tôt le matin pour découvrir le discours de Vladimir Poutine annonçant l'intervention de la Russie pour venir au secours du Donbass, hein, et pas du tout, comme vous le disent les médias, entre autres français, hein, que Vladimir Poutine se serait levé du pied gauche puis il a décidé d'envahir l'Ukraine comme ça sur un coup de tête. 4 ans après, où est-ce qu'on en est 4 ans après. Alors contrairement à ce que nous raconte monsieur Barrot, qui a manifestement l'équivalent du vide intersidéral entre les oreilles, non, l'avancée russe n'est pas millimétrique. On va y revenir un petit peu. On va parler un petit peu carte quand même aujourd'hui. Non, l'économie russe n'est pas à genoux. Hein, non, 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 les fantasmes de Nono Le Maire et autres, comment dire, ministres, auteurs de livres réservés aux adultes, hein, on va rester poli, voilà, peuvent remballer leurs fantasmes. Ça, je peux vous assurer que ça fait halluciner les Russes hein, quand ils apprennent que en France, il y a des ministres qui ont le temps d'écrire des livres de cul. Bonsoir Evelyne, je vois qu'elle vient d'arriver. Alors, 4 ans après, où est-ce qu'on en est 4 ans après, si on regarde le bilan en matière de libération des 4 nouvelles régions, celle de Lugansk est, on va dire, totalement libérée, il reste quelques champs. C'est du 0,2% du territoire, c'est absolument ridicule. Il n'y a plus aucune localité de la République populaire de Lugansk qui est sous contrôle de l'armée ukrainienne. Donc il y a une des 4 régions qui a été totalement libérée. La région de Donetsk, bon, bah, on en est déjà à peu près à 70%, ce qui est beaucoup plus que ce que c'était au départ. Hein. Je rappelle qu'au départ, on avait on va dire entre 35 et 40% peut-être de la région qui était sous contrôle de la milice populaire avant, plutôt un tiers, quoi, un tiers de la région qui était sous contrôle de la milice populaire avant le déclenchement de l'opération militaire spéciale. Et on est à peu près sur les mêmes chiffres pour les régions de Zaporogie et de Kherson, en gros du 70-30 ou 75-25. Bon, alors contrairement à ce que nous raconte Monsieur Barrot, non, l'avancée russe n'est pas millimétrique. On va le voir tout de suite avec une petite carte. Hein, donc la fameuse carte d'Ivgen que vous avez l'habitude de voir
lors, voilà, du Sitrep hebdomadaire. Alors ça, c'était la région de Donetsk. Alors je vous montre celle-là parce que c'est celle qui est quand même la plus frappante quand même. Ça, c'est la région de Donetsk. Donc vous voyez Liman, Slaviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Seversk, Pokrovsk ici. Voilà. Et ici, vous avez Gouliaï-Polier en région de Zaporozhye. Voilà. Donc là, ça c'est la carte de l'année dernière. C'est l'avantage avec Divgen, c'est que vous pouvez vous amuser à remonter dans le temps. Voilà, vous avez ici un petit calendrier, vous voyez. Et on peut s'amuser à remonter dans le temps comme on veut, c'est génial, c'est une machine à remonter le temps. Et il va vous montrer la carte de la date que vous choisissez. Donc là, je remonte un an en arrière, hein, puisque on nous raconte que depuis un an, les Russes n'avancent pas. Hein, voilà, donc mémorisez bien la carte. Hein, donc on a des points repères, Seversk, Slaviansk, Kramatorsk, Konstantinovka ici. Pokrovsk, d'accord. Et maintenant, revenons en février, au 27 février 2026, et là, vous voyez tout de suite que la carte, c'est déjà plus la même. Bon, si on regarde tout au nord, bah, toute cette zone-là, au nord de Liman, elle était sous contrôle de l'armée ukrainienne. Toute la zone ici aussi, d'ailleurs, c'est vers ce que vous vous souvenez, était sous contrôle de l'armée ukrainienne. Donc toute cette zone-là, ça a été libéré. Tout ça ici. Ici, bah, Konstantinovka, hein, vous vous souvenez, sur l'autre carte, c'était bien creusé ici. Hein. Ça allait quasiment jusqu'aux portes de Toretsk. Bon, bah, tout ça, ça a été pris. De même que toute l'énorme zone qui est ici. Hein, donc avec Pokrovsk, Mirnograd, et donc toute la zone là au nord avec Rodinskoye et jusqu'à la région de Dnipropetrovsk, tout ça, ça a été pris. Plus toute la zone ici à la frontière, vous vous souvenez, donc vous aviez toute une zone qui est encore en bleu ici. Voilà. Jusqu'à Gouliaï-Polier. Gouliaï-Polier qui est maintenant sous contrôle de l'armée russe. Voilà ce que Jean-Noël Barrot appelle une avancée millimétrique. Voilà. Plus cette zone-là en région de Dnipropetrovsk et celle-ci qui ont été aussi prises sous contrôle. D'accord ? Donc ça c'est juste République populaire de Donetsk, frontière avec les régions de Dnipropetrovsk et de Zaporozhye. Voilà. Hein. Je vous parle même pas de la région de Koursk qui a été libérée, plus l'avancée en région de Soumy pour créer une zone tampon. Voilà, rien qu'en région de Donetsk, si vous voulez, on a éloigné quand même le front. Le front était là. Le front était là. Voilà. Il était là. Il passait ici derrière Seversk. Et jusque là, quoi, si vous voulez. Donc là, en un an, j'estime qu'on a à peu près... on a à peu près libéré, là on est quasiment sur du 80-20 maintenant même. On est même sur du 80% libéré, 20% restant. Je pense qu'on a libéré au bas mot 10 à 15% de la région en un an, quoi. Ce qui est pas du tout négligeable. Ce qui est pas du tout millimétrique, hein, comme nous raconte Barrault et Tatoto, quoi. Bonsoir Véronique. Difficile de se connecter avec elle, a dû passer par le VPN. Ah bon? Bonsoir Jean-Sol Partre. Bizarre ça. Ah ah, la France commencerait à bloquer un peu. Bon. Bonsoir Jean-Jacques. Appelez-le Jean-Michel Barré plutôt. Ah ouais, bah ça c'est clair que pour être barré, il est barré. Oui, ça y a pas de problème. Donc voilà, vous avez la carte sous le nez, je vais vous dire, là je peux pas faire mieux si vous voyez. Quand vous voyez que la ligne de front passait là, ici, et continuer là, si vous voulez, bon, venir raconter que la Russie a fait des avancées millimétriques, comment dire, c'est pas la réalité du terrain, hein, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc ça c'est le premier truc déjà. Bonsoir à Samoa qui arrive en cours de route, il n'y a pas de souci à Samoa. Donc oui, sinon la Russie avance, elle continue d'avancer bien sûr. L'avance est ralentie par deux facteurs, un, la présence de civils,
qui restent sur place parce qu'ils attendent la Russie, parce qu'ils veulent pas évacuer côté ukrainien. Entre autres, beaucoup de ceux qui soit ont un mari qui pourrait être enrôlé de force dans l'armée, ceux qui ont des enfants, hein, et qui veulent pas se retrouver à survivre dans des conditions déplorables au risque de se faire retirer leurs gosses, hein, on en a déjà parlé de ces situations-là. Donc, les civils, ça c'est le premier problème. Le deuxième, c'est bien sûr, eh bien, le fait que la guerre a complètement changé. La guerre de 2022 et la guerre de 2025-2026, c'est plus les mêmes. Maintenant, c'est une guerre de drones. Les drones volent de jour comme de nuit, des deux côtés, voient tout, plus ou moins, des deux côtés. Donc, contrairement à ce que vous raconte Monsieur Barrot, enfin Jean-Noël Le Barré, non, la Russie n'envoie pas des vagues de soldats à l'assaut des positions ukrainiennes, hein. Les deux camps, aucun des deux camps ne fait ça depuis longtemps, à cause des drones justement. On est maintenant sur une tactique d'envoi de petits groupes, 3 soldats maximum, parce que c'est plus facile de faire se faufiler un petit groupe comme ça que un gros groupe de blindés, hein. C'est une belle cible, hein, pour un drone. Donc forcément, bon, les vagues d'assaut avec des groupes de 3 mecs. Ce que j'ai besoin d'expliquer que c'est complètement débile. Bon, voilà. Donc non, il n'y a pas de vague d'assaut. Concernant les pertes, non, contrairement à ce qu'il vous raconte, il n'y a pas 1,2 million de soldats russes morts. Je signale que 1,2 million, c'est quasiment l'effectif complet de l'armée russe. C'est-à-dire que si on écoute cette bande de guignols, il n'y a plus de soldats russes en fait. Donc en fait, qui avance sur le front? Je pose la question. Hein, parce que l'armée russe, maintenant, je crois que c'est 1,3, 1,4 million de mecs. Donc, si presque toute l'armée a été exterminée, euh, qui mène l'assaut en fait? Les fantômes. Je crois que Jean-Noël Barré, il a un petit peu trop regardé Le Seigneur des Anneaux, hein. Le Retour du Roi, vous savez, avec l'épisode avec les, les soldats maudits, là, je crois qu'il a un petit peu trop regardé en étant sous certaines substances et il a cru que c'était possible des trucs comme ça. Parce que, non, non, mais non. Non, 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 non. Non, non, c'est du délire. Non, faut arrêter là. Il n'y a pas 1,2 million de soldats russes morts. Même les ressources qualifiées d'agents étrangers comme Mediazona, on est à 200 000 et quelques, pas plus. Hein, voilà, donc même eux, si vous voulez, qui sont anti-Poutine au dernier degré, même eux, ils vont pas aussi loin au rayon conneries quand même. Par contre, effectivement, chez Podfronta, ils ont dépassé les 722 000 nécrologies de soldats ukrainiens recensés. Encore une fois, ça c'est un chiffre minimal, c'est-à-dire c'est ceux qui ont été identifiés, enterrés avec nécrologie. Donc ça ne compte pas les dizaines de milliers, parce que je signale qu'actuellement ils sont quand même, je crois que les derniers chiffres c'était genre entre 60 et 80 000, je crois, soldats ukrainiens qui sont déclarés disparus. D'accord? En fait, ils sont morts, hein. C'est. Faut dire les choses comme elles sont. Qui tout simplement ont été abandonnés sur le champ de bataille. La Russie vient encore de remettre 1000 corps de plus à l'Ukraine. Ça commence à faire beaucoup là quand même, hein. Voilà, la plupart de ces corps ont toujours pas été identifiés formellement par l'Ukraine. Donc ces gens-là n'ont toujours pas été enterrés. Donc il va falloir les rajouter à tout ça. Tous ceux qui ont été jetés à la va-vite dans des fosses communes, hein, comme à Izium, je rappelle, où ils ont essayé de faire passer des, des fosses communes de soldats ukrainiens pour des charniers de civils.
Ouais, ça ne compte pas tous ceux qui sont encore sur le champ de bataille, qui, voilà, pour l'instant, sont pas récupérables parce que les combats sont en cours dans la zone et que les Ukrainiens les abandonnent derrière eux et puis que nos gars vont pas aller non plus risquer leur vie pour aller récupérer les corps, faut peut-être pas déconner. Donc, voilà, vous comprenez bien que le chiffre réel, si on rajoute tous ceux qui ont été enterrés sans nécrologie, ou en tout cas sans nécrologie publiée sur Internet, puisque chez Podfronta utilise un bot qui surveille les réseaux sociaux, les sites Internet des médias ukrainiens, mais si ça a été publié que dans la petite gazette papier du village et que le commandant s'est même pas fendu d'une petite nécrologie sur la page Facebook, bon, celui-là il sera pas compté. Pourtant il est bien mort, il a été enterré. Vous comprenez la logique? Donc, voilà, c'est 722 000. Je pense que le chiffre réel des morts ukrainiens doit être à minima aux alentours du million. Ce qui est une saignée démographique pour l'Ukraine dont elle ne se remettra pas. C'est comme ça. C'est pas quelque chose dont je me félicite ou dont je suis contente. C'est une triste réalité. Voilà. Je pense que l'Ukraine ne se remettra jamais de ce désastre. Ils peuvent remercier Zelensky pour ça. Et donc, contrairement à ce que nous raconte M. Barrot, non, la Russie n'a pas perdu 1,2 million d'hommes. Son économie se porte plutôt bien pour une économie qui est soumise au plus grand nombre de sanctions de toute l'histoire de l'humanité. On a quand même réussi à faire une croissance de 1% du PIB, pas mal. On est en train de finir les tests du premier avion civil 100% produit en Russie depuis bien longtemps. Bon, pas mauvais, hein, pour une économie soi-disant au bord de l'effondrement. Donc, oui, 4 ans après, on en est là. La stratégie d'attrition qui a été choisie par la Russie, au final, s'avère gagnante. C'est lent. Mais ça va détruire totalement l'armée ukrainienne, ce qui d'ailleurs va permettre la fameuse démilitarisation du pays. Et par la même occasion, va régler le fameux problème. Vous savez, ils disputaient pour savoir combien de soldats ukrainiens seraient autorisés dans le pays par le traité de paix, où ils étaient partis sur un délire de 800 000 mecs. L'armée ukrainienne a déjà moins maintenant de 600 000 soldats, ils sont à 500 000 et quelques, ils en perdent régulièrement, enfin, ça continue de chuter malgré la bussification active. Donc le problème sera réglé de manière physique, si vous voulez. Comme ça, il n'y aura pas besoin de se battre pour savoir quel chiffre inscrire dans le traité de paix. Donc ça c'est aussi un truc qui est réglé. Ludovic qui me parle de la dernière blague, d'un drone russe qui aurait menacé le Charles de Gaulle. Oui, le porte-avions, oui. Non, mais c'est pitoyable. C'est n'importe quoi, c'est un drone russe. Puis après, ils vont s'apercevoir qu'en fait, le drone était, je sais pas, danois ou ukrainien ou tout ce que tu veux. Voilà. Gaius qui dit que l'Ukraine est passée sous la barre de renouvellement démographique, elle est condamnée. Mais oui, oui, le peuple ukrainien est condamné. Enfin, en tout cas, celui qui est en Ukraine. C'est-à-dire que c'est un peuple qui continuera à exister à travers ses diasporas au Canada, en Pologne. Mais l'Ukraine en tant que telle, elle est condamnée. Elle est condamnée, là. Hein. Je veux dire, ils ont 3 fois plus de morts que de naissances. Je veux dire, c'est mathématique. Hein. Ludovic qui dit que les plus grosses pertes en Ukraine furent par les réseaux pédophiles et la traite des êtres humains. Bah oui, c'est ça, quoi. On va dire à la Poédie d'envoyer son fils arrêter de se cacher à Paris et Miami. Mais elle n'est pas la seule.
C'est ça le plus dingue. C'est quand tu regardes tous les plus virulents euh, pro-Ukraine, ils sont tous à l'étranger, et leurs gamins aussi. C'est-à-dire, et quand tu leur dis, mais si tu veux tant que ça, mais va te battre. Oui, oui, non, mais je suis plus utile ici, tu comprends? Oui, oui, je comprends. Ouais. Je comprends surtout que t'as pas de balls, hein, et que tes enfants non plus, et que vous brandissez des très jolis slogans pour envoyer les autres se faire massacrer à votre place. Donc moi, comme je dis toujours, ceux qui appellent à la guerre, ce devraient être les premiers à être envoyés sur la ligne de front. Christina qui dit des Slaves en moins, c'est écœurant. Mais oui, mais c'est ça le but de cette guerre. C'est de pousser des Slaves à s'entretuer. Bonsoir Louis Brulard, de Suresnes. Alors, à Samoa, quel est selon vous le but visé par les autorités européennes qui minimisent les gains russes liés à l'opération militaire spéciale? Le but, c'est de continuer leur petite propagande, parce que forcément, admettre que la Russie avance de manière active et régulière, ça contredit le narratif que l'Ukraine n'est pas en train de perdre. Parce que c'est ça qu'ils sont en train de nous sortir à tour de bras depuis des semaines. C'est non, non, l'Ukraine n'est pas en train de perdre. Ah bon? Les mecs reculent partout depuis 2023. À part leur petite incursion en région de Kursk, qui s'est très mal terminée pour eux, d'ailleurs, soit dit en passant. Je rappelle, ils ont perdu, je crois, entre 60 et 70 000 mecs dans cette affaire. Est-ce que ça valait la peine? Tout ça pour martyriser des civils, détruire des villages, aller faire des séances photos devant le Piatoroshka de Souja. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Opération TikTok, comme d'habitude. Mais au final, ils n'ont pas réussi à garder le territoire. Encore pire, l'armée russe est en train d'avancer en région de Soumy. Il y a eu une première grosse avancée jusqu'à Yunakovka. Après, ça s'était un peu stabilisé. Là, ça réavance de nouveau en région de Soumy. Donc, on a une zone tampon qui est en pleine création à la frontière entre les régions de Kursk et les régions de Soumy. Donc, l'Ukraine perd encore plus de terrain dans une autre région. Hein. Elle en perd en région de Kharkov. Elle en perdait déjà donc, dans les 4 nouvelles régions. Elle en perdait en région de Dnipropetrovsk et maintenant celle de Soumy. Est-ce que vraiment ça valait le coup? Je pose la question comme ça, hein. Je laisse les autorités ukrainiennes répondre. Mais le but, clairement, de minimiser les gains russes et puis de dire, oui, puis bon, le peu qu'ils gagnent, ils ont perdu 1 million de mecs. Oui, c'est essayer encore une fois de les faire passer pour les moujiks avinés, bourrés à la vodka, qui savent pas faire la guerre. Alors oui, ils gagnent un peu de terrain, mais ils perdent plein de mecs. Voilà, bon, c'est un peu ça. C'est de la méthode Coué pour essayer de se rassurer et d'entretenir, si vous voulez, la propagande qui tienne depuis le début de la guerre. Parce que s'ils disaient ouvertement, oui, la Russie avance, elle avance bien, et en plus elle a peu de pertes, je pense qu'il y a de plus en plus de gens en France et dans les pays de l'Union Européenne qui poseraient la question qui tue. Mais dans ce cas-là, en fait, l'aide qu'on fournit à l'Ukraine, ça sert à rien. Donc pourquoi est-ce qu'on continue? Voilà. Je rappelle qu'ils viennent de voter, hein, enfin, ils ont décidé, mais ils ont pas encore voté parce que la Hongrie et la Slovaquie ont foutu un bon coup de veto dans la gueule du machin, mais qu'ils ont décidé quand même de prendre un crédit de 90 milliards d'euros qui sera jamais remboursé, hein, parce que je rappelle que le paradigme autour de ce prêt, c'est que ça sera remboursé par les réparations de la Russie. Alors je rappelle que c'est le pays qui a perdu qui paye des réparations, hein, c'est pas le vainqueur. Hein. Donc il n'y aura pas de réparation de la Russie, et donc c'est vous qui allez rembourser ce prêt. Voilà. Je vous le dis, hein, non mais comme ça, vous le saurez, hein, vous comprendrez pourquoi ils vous collent des nouvelles taxes tous les deux matins.
Alors, bonsoir Lune Rouge. Est-ce que vous allez bien? C'est la première fois que j'atterris sur un direct avec vous. C'est une bonne idée de faire cela. Vous avez de l'humour même avec ce sujet grave. Bon, ça va, à part le fait que je suis enrhumé à mort, mais à part ça, ça va. Il faut venir plus souvent pour les directs. C'est bien, vous pouvez interagir avec moi, vous pouvez poser des questions, demander plein de trucs. Il n'y a pas de souci. Bonsoir S400, pas de problème pour le retard. Je suppose que travail comme d'habitude. Euh... Alors, Lune Rouge qui demande, et le trafic d'organes sur les soldats et les civils ukrainiens, et vous des infos solides là-dessus. Alors, le trafic d'organes sur les soldats ukrainiens, oui, ça c'est avéré. L'utilisation aussi des enfants dans ce genre de trafic est aussi attestée. Voilà, donc on sait très bien que certains des enfants qui disparaissent en Ukraine sont envoyés pour certains dans des réseaux pédocriminels, pour d'autres dans les trafics d'organes. Les soldats ukrainiens, il y a eu des vidéos, entre autres avec un soldat ukrainien qui cherchait un de ses camarades et qui a débarqué en pleine opération, on va appeler ça comme ça. Sauf que le médecin qui opérait, il parlait pas ukrainien, hein, il parlait plutôt allemand. Il avait une superbe boîte à... Vous savez, les boîtes pour les organes. Vous savez, quand tu récoltes les organes, après tu les mets dans une boîte thermos pour les conserver au frais jusqu'à la transplantation. Voilà. Donc, oui, on a pas mal de rapports qui viennent d'Ukraine qui indiquent que des gens ont récupéré le corps de leur fils ou de leur mari et qui manquait des organes. Donc, oui, ça a l'air d'être plutôt avéré. Ça a l'air d'être plutôt avéré, et je pense qu'après la fin de la guerre, on va découvrir tout le poteau rose et qu'on aura l'occasion eh bien, de trouver des preuves solides de tout ça. Et je pense qu'on va avoir envie de vomir, très sincèrement. Euh... Alors... Tac... Ouais, Gaius qui dit sur la somme des 90 milliards, 17 milliards seraient garantis par la France. Donc vous imaginez. Donc l'Ukraine ne remboursera pas, ils sont en faillite. Il n'y aura pas de réparation de la part de la Russie. Donc vous allez devoir sortir 17 milliards de vos poches pour payer ce crédit qui a été accordé à l'Ukraine. Donc remerciez la Slovaquie et la Hongrie qui pour l'instant bloquent le truc et priez pour qu'ils continuent de bloquer le machin. Parce que non, sans ça, vous allez finir avec des taxes jusqu'à plus savoir quoi en faire. Alors, Patrick, il dit si tu te soignes comme les Russes, tu seras encore plus malade que si tu vas directement chez le médecin. Mais je me soigne bien. Tous les Russes se soignent très bien. On s'y connaît très bien, il n'y a pas de souci en automédication. De toute façon, le médecin ne pourra pas faire grand-chose de plus que me prescrire ce que je prends déjà. Il faut savoir que ici, on peut acheter tout sans ordonnance quasiment, à part les médicaments genre opioïdes ou les trucs un peu, voilà. Mais sinon, que ce soit sirop, antibiotiques, etc., j'ai pas besoin de la prescription d'un médecin pour pouvoir en acheter. Donc, aller chez le médecin, à part faire la queue. Ça m'apportera pas grand chose. Je me soigne. C'est juste que j'ai beaucoup de travail et que donc je me repose peu. Et je pense que c'est surtout ça le problème. Alors. Patrick il dit qu'il est surprenant que l'UE veuille donner 90 milliards d'euros et le FMI 8 milliards en 4 ans à l'Ukraine pour continuer la guerre. Je pense que ces sommes seraient plus utiles pour la reconstruction de l'Ukraine. Ah, bah je suis bien d'accord. Oui, ce serait bien plus utile là-bas. Voilà, c'est... Oui, comme tu le dis, Patrick, certains hommes politiques de l'UE préfèrent effectuer des virements vers ce pays pour obtenir des petites rétrocommissions, hein, voilà. Et puis aider certains hommes politiques ukrainiens, voilà. Mais oui, oui, oui. Bien sûr, il n'y a pas que Zelensky qui s'en met plein les poches. Hein. Les dirigeants occidentaux touchent aussi une petite commission au passage. De toute façon, ils s'en foutent, c'est pas eux qui payent, hein. C'est vous. Voilà. Bonsoir Eva.
Alors... Alors, est-ce que vous savez quel âge moyen ont les personnes bussifiées demande Divda. Ça va de 25 jusqu'à 60 ans. Et s'il n'y a pas de... Ils attrapent tout. Tout, 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 tout. Mais c'est vrai que souvent, c'est plutôt des hommes un peu plus... les plus jeunes, ils essayent de se barrer, en fait, en douce. Souvent, c'est quand même ceux qui ont les capacités physiques les plus intactes. Et donc, entre autres, ils passent par les Carpates, à pied, à travers les montagnes, jusqu'en Roumanie. Euh, Il y en a qui meurent de froid dans l'affaire. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Il y en a beaucoup qui traversent la rivière Tissa. Il y en a qui se sont noyés. Mais souvent, ça, c'est les jeunes qui font ça. C'est clair, c'est pas les vieux. Donc, résultat, souvent, ceux qui se font attraper, effectivement, c'est des mecs entre 40 et 60. Mais il y a des jeunes aussi, hein. On voit des jeunes être attrapés comme ça, hein. C'est pas tous des vieux, hein. À Samoa qui demande pourquoi la Russie ne réagit-elle pas quand les Ukrainiens utilisent le missile Flamingo pour frapper plus loin. Oui, alors là, ils avaient tiré 2 missiles Flamingo qui ont été abattus dans le ciel de la Tchétchénie, qui sont tombés dans une zone boisée, donc il n'y a pas eu de victimes. Je pense que l'intérêt, c'était aussi peut-être justement d'arriver à l'abattre dans une zone pas trop pour pouvoir récupérer les débris. Je pense qu'il va être bien étudié le machin. Et qu'en est-il de la destruction de l'usine où on fabriquerait les missiles Oreshnik? Ça, c'est du fantasme, hein. L'usine où on fabrique les missiles Oreshnik, elle fonctionne. Y a aucun souci. Faut pas écouter toutes les conneries qu'ils racontent, hein. Si vous les écoutez, l'armée ukrainienne est aux portes de Moscou, hein. Christine qui dit il y a d'ailleurs une contradiction évidente. Si la Russie est si mal, comment pourrait-elle envahir l'Europe? Ah oui, mais ça, c'est un point qui vous explique jamais dans leur propagande débile. C'est comment la Russie, qui soi-disant avance de manière millimétrique en Ukraine avec des pertes monstrueuses, comment est-ce qu'elle pourrait représenter une menace pour la France, qui est, je le rappelle, à plusieurs milliers de kilomètres, hein, quand même. Euh... Il y a un truc qui va pas, hein, voilà. Oui, non, mais ça, c'est quand on a un cerveau qui fonctionne, Marie-Christine, hein, voilà. Quand on a un cerveau en état de fonctionnement, effectivement, on se pose la question qui tue, hein, voilà. Mais ça, c'est pas autorisé en Macronie. Faut pas avoir un cerveau qui fonctionne. Faut gober la propagande du leader Maximo. Et puis, voilà. Non, mais voilà, oui, c'est complètement incohérent. Hein, c'est soit la Russie avance bien à peu de pertes et est efficace, et dans ce cas-là, tu peux commencer à agiter l'épouvantail de l'invasion russe jusqu'à Lisbonne. Soit tu dis les mecs sont des nuls, ils avancent de 3 millimètres et ils ont perdu 1 million d'hommes. Mais les deux en même temps, effectivement, il y a un petit problème de... Comment dire? D'incompatibilité. Hein? Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire que les fournisseurs chinois ont augmenté les prix de la fibre optique pour les acheteurs russes de 2,5 à 4 fois? Ben oui, parce que comme les dronistes russes utilisent de plus en plus de fibre optique pour leurs drones, bah il y a quelques compagnies chinoises qui se sont dit qu'il y avait du fric à se faire, hein. Bah, hein, ils sont plus capitalistes que communistes quand même, les mecs. Bon, je pense qu'il y aura peut-être une petite discussion entre Poutine et Xi Jinping qui va régler la situation. Mais effectivement, les sociétés chinoises restent des entreprises capitalistes dont le but est de faire un maximum de fric. Et donc, d'où ce genre de truc. Eva qui dit de toute façon tout l'argent qui est parti en Ukraine est perdu à jamais. Ah bah oui, c'est un trou noir. C'est ce que je dis depuis des années. L'Ukraine est un trou noir à pognon, hein. L'argent qui y est injecté ne ressort jamais, hein. Voilà. Et puis vous pouvez en jeter autant que vous voulez, c'est un tonneau des Danaïdes, hein. Ça ne se remplit jamais. Voilà. Et Jean-Jacques il dit m'en donnera aussi pour la reconstruction. Oui, malheureusement, je pense que vous allez aussi être mis à contribution pour la reconstruction. Lune Rouge qui dit merci pour vos réponses, c'est vraiment l'horreur totale qui n'en finit pas, bon sang jusqu'à quand? Il semblerait que c'est encore reparti pour un tour d'une année de plus. Oui, de toute façon, c'est ce que je disais l'autre fois.
La plupart des experts militaires russes s'accordent pour dire que la réserve d'hommes ukrainiens commence quand même gentiment à arriver au bout. Que si vraiment on pousse la logique jusqu'au dernier Ukrainien, les hommes ukrainiens qui restent suffiront maximum, pour 1 an et demi. Alors, après, ils peuvent taper dans les femmes et les enfants, hein. Je veux dire, l'autre cocaïnomane pourrait très bien suivre la voie de l'autre moustachu, hein, et se dire, on y va à fond, on ressort le Volkssturm, hein. Je veux dire, c'est possible. Mais ça va pas aller très loin. Enfin, je veux dire, je pense qu'on en a effectivement encore pour quelques mois, mais je pense que de toute façon, là, de plus en plus, la ligne de front quand même commence à se fissurer à certains endroits. Il y a eu la grosse avancée là, au nord de Pokrovsk, Mirnograd, donc Krasnoarmeysk, Dimitrov, il y a quelques mois. Ils ont envoyé plein de troupes là pour Kupiansk, mais là ça commence à caler. Et puis on voit l'armée russe qui avance partout ailleurs. Donc clairement, de toute façon, il y a un moment où tu peux tirer le drap dans tous les sens, il y a un moment où ça va finir par craquer quand même, hein. Alors, oui, Ludovic qui montre une autre incohérence, c'est que la Russie attendrait 3 ans, hein, avant d'attaquer la France, alors qu'aujourd'hui elle aura des pâquerettes. Donc elle attendrait que la France possède un stock entier d'armement avant d'attaquer. Ouais, non, mais on peut dire que la Russie est super fair-play, tu vois, elle veut pas attaquer tant que la France est par terre, en mode, bon allez, je te laisse un peu de temps pour te faire un peu d'armement, puis je t'attaque après. Non, c'est complètement débile. Euh... Gaius qui dit les sociétés chinoises vendent aussi des drones en kit pour l'Ukraine. Oui, des drones made in China. Enfin, euh, je veux dire, c'est pas compliqué. Ils les commandent via des pays tiers, genre l'Azerbaïdjan, la Turquie, etc. Voilà, donc oui, c'est comme les armes serbes qui finissent en Ukraine par des pays intermédiaires. Bon, il y a etc. qui a pas l'air de comprendre que ce que j'ai déjà expliqué. Voilà, il y en a qui comprennent pas sur le chat. Alors, Paco, bonsoir Paco, heureux de vous revoir encore ce soir. Avez-vous appris la gaffe récente de Jean-Noël Barrot qui s'est appuyé sur une fake news pour raconter des âneries? Bah oui, j'en ai parlé en début d'émission. Bah alors Paco, oui, qui raconte des conneries énormes. Voilà, je vous ai montré une petite carte. Vous regarderez le début du direct. Non, les avancées soi-disant millimétriques de la Russie, non, on parle en dizaines de kilomètres. De deux, les pertes russes qu'il annonce sont délirantes. De trois, l'état de l'économie russe, selon le barreau, le barré, ou comme vous voulez. Non, ça n'a rien à voir avec la réalité. Oui, il y a de l'inflation, oui, il y a un petit peu de surchauffe parce qu'en fait, il y a trop de postes à pourvoir par rapport au nombre de travailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de travailleurs pour tous les postes à pourvoir, même ici, hein. Même ici, vous vous souvenez, 2016, j'avais filmé un de ces trois McDo qu'on avait ici qui ont été repris par une truc locale, le Don Mac. Eh bien, je sais par quelqu'un qui y travaille qu'ils ont pas assez de travailleurs et qu'ils envisagent potentiellement de fermer un des restaurants parce que en fait ils ont pas assez de gens pour bosser dedans, tout simplement, alors que les restos sont pleins. Les restos font le plein régulièrement, mais il n'y a pas assez de caissiers, de gens pour nettoyer, de gens en cuisine, d'agents de sécurité. Et pourtant, ils offrent des payes tout à fait décentes.
Mais il y a plus assez de gens, tout simplement. Voilà. Alors, Asamoah qui dit qu'on constate que les autorités européennes parlent beaucoup. L'idéal serait qu'ils envoient des troupes pour sauver concrètement l'Ukraine. Pourquoi ne le font-ils pas? Ben, parce qu'ils ont peur, parce que la Russie les a clairement mis en garde. Toute troupe officielle de l'OTAN qui débarquerait en Ukraine serait une cible prioritaire et légitime. En clair, tout bataillon français, britannique, allemand, etc., qui débarquerait en Ukraine pour prêter main forte à Zelensky, bah, se ferait pulvériser par un Orechnik à peine franchi la frontière. Leur avion atterrirait à Kiev et ça serait terminé. Pouf, avion a plu et soldat a plu non plus. Alors, Patrick qui dit qu'il est surpris que la Tchouvachie ait été attaquée sans réponse russe. Il est impossible pour la Russie de se rendre en Europe. Elle n'a pas le personnel pour y arriver. Par contre, détruire l'Europe, ça posera pas de problème. Oui, oui, ben, la Tchouvachie, c'est loin. C'est ça en fait, quelque part, à la fois le défaut et l'énorme plus de la Russie, c'est la taille de son territoire. Vous comprenez bien, encore une fois, que c'est pas possible d'installer des systèmes de DCA sur chaque centimètre carré du territoire russe. L'Ukraine bénéficie du renseignement occidental pour trouver des chemins qui lui permettent de contourner les systèmes qui sont opérationnels à un instant T. D'accord ? La route, c'est pas les Ukrainiens qui la tracent eux-mêmes. Hein, je veux dire, ils se font aider par le MI6, la CIA, la DGSI et tout le tout team. Ça, faut en être quand même bien conscient. Alors, en ce qui concerne les échanges de corps, demande Paco, comment se fait-il que le nombre restitué par la Russie est toujours plus grand que celui restitué par les Ukrainiens? Alors qu'on dit toujours qu'il y a plus de pertes russes, comment expliquer cela? Alors, c'est très simple. Il y a beaucoup plus de corps ukrainiens pour deux raisons. Un, parce que les pertes ukrainiennes sont bien plus importantes que les pertes russes. C'est ça la réalité, contrairement à ce qu'on vous raconte. Comme je l'ai indiqué plus tôt, le décompte des nécrologies faites par Shepot Fronta au niveau des soldats ukrainiens, on a dépassé les 722 000. La même méthode appliquée côté russe par le Mediazona, qui est un média reconnu comme agent étranger, hein, donc anti-Poutine, pro-occidental et compagnie, même eux, ils t'annoncent des chiffres à la 200 000. D'accord, côté russe. Bon, on est très loin du 1,2 million de barreaux barrés. Hein, bon. Donc, vous vous rendez bien compte que, bon, bah déjà là, vous avez un rapport de 1 pour 3, quoi. 1 pour 3, 1 pour 4 de différence. Et en plus, bah, les Ukrainiens abandonnent leurs morts derrière eux et ils reculent. Donc, bah, forcément, c'est les Russes qui récupèrent les corps des Ukrainiens. D'où la dissonance cognitive que vous avez avec des remises de corps de 1000 pour 35, 1000 pour 38, 1000 pour... Voilà, c'est lié à ces deux facteurs. C'est-à-dire que d'un côté, objectivement, il y a beaucoup plus de pertes ukrainiennes que de pertes russes. Et en plus, les Ukrainiens abandonnent leurs blessés et leurs morts derrière eux. Et donc, bah, c'est les Russes qui les récupèrent quand ils avancent. Donc, voilà. Alors, Sclé qui demande en parlant de récupérer les débris. Du temps de l'introduction des Abrams et autres matériels Otanex sur le champ de bataille, la Russie avait communiqué sur le fait que tout le matériel serait récupéré, rétro-ingénieré et que les résultats de ces études seraient partagés avec les pays amis qui le demanderaient. Ça fait grosso modo 2 ans, y a-t-il eu d'autres communications sur le sujet depuis, ou du matériel de l'OTAN capturé, fourni aux alliés, comme la Chine, pour qu'ils fassent leurs propres études? Ah bah on a même fait mieux, on a même fait une exposition... des trophées. Je l'ai même photographié, j'ai plein de jolies photographies. J'ai du char français, de l'Abrams, du Léopard, du Challenger, du Kirpi turc, enfin tout ce que tu veux. Bien sûr que ça a été partagé. Ça a été partagé depuis longtemps avec les Alliés. Et on a même exposé en plein sur une des places de Moscou pour que tout le monde puisse gratuitement venir regarder. Je peux vous assurer qu'il y avait plein d'étrangers et puis de chargés d'ambassade qui étaient là. On en a vu plein.
Alors, Ludovic qui demande que penses-tu du rapport du Guérou indiquant que Paris... Alors c'est pas le Guérou, c'est le SVR, qui veulent donner l'arme atomique aux ukro-nazis. Alors, je pense que c'est possible. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont désespérés. C'est ce que j'expliquais d'ailleurs quand Spoutnik m'a demandé un commentaire là-dessus. C'est que le problème, c'est qu'on est dirigé par des attardés, des gens qui sont pas finis dans leur tête, hein, c'est des ados, avec un ego gonflé comme un zeppelin, des psychopathes en plus qui en ont strictement rien à faire de faire des millions de morts, et qui, ils te disent eux-mêmes d'ailleurs, on ne peut pas tolérer que l'Ukraine perde cette guerre. Mais tu t'entends, enfin, un petit peu. Tu vas faire quoi? Taper ton petit poing sur la petite table? Comment ça va se passer? Et donc, effectivement, ça me fait peur. Alors, aujourd'hui, j'étais un peu plus tôt sur Russia Today pour l'émission de Xavier Moreau ici Moscou. Je vous encourage à aller regarder l'enregistrement pour ceux qui l'auraient pas vu. Sylvain Ferreira a dit un truc effectivement auquel j'avais pas pensé, qui me rassure un petit peu. C'est que certes ils sont assez tarés pour faire ça, mais de l'autre côté, les dirigeants européens sont venus plus ni moins que des laquais, hein, des caniches comme il a dit, de Washington, et que non, ça irait un petit peu trop loin là quand même pour tonton Donald, et que tonton Donald leur dira d'arrêter leurs conneries. Je pense que c'est d'ailleurs le sens de la publication de cette information par le SVR, c'est-à-dire de leur mettre un peu le nez dans le caca et de dire à tonton Donald, écoute, calme tes caniches, parce que là, les mecs, ils sont en train de partir en couille complètement. Voilà. Donc, je pense sincèrement que c'est ça le but de cette communication, c'est d'impliquer Washington pour que Trump dise, bon les gars, vous allez arrêter les conneries. Comme il a d'ailleurs un peu mis le haut là, et ça c'est vrai, concernant les HIMARS, après l'attaque ukrainienne, avec des HIMARS à sous-munitions sur la plage de Crimée, où ça avait fait des morts, dont plusieurs enfants. Là, c'était pas trop passé. Parce que, si tu veux, les débris de HIMARS sont très faciles à identifier. Et ça a mis les États-Unis quand même dans une mauvaise position. Surtout alors qu'ils poussaient pour soi-disant négocier avec la Russie. Donc c'est vrai que depuis lors, les frappes de HIMARS, on en voit plus trop, hein. Ça s'est un peu calmé, en tout cas sur les civils. Parce que clairement, là, tonton Donald a dit non, mais là, vous êtes allé trop loin. Euh, Faut pas que ça soit quand même trop visible que vous tirez sur des civils avec nos armes. Ça le fait pas. Donc je pense qu'effectivement, tonton Donald. Après, les Anglais, moi, je m'en méfie quand même. Parce que tonton Donald peut leur dire un truc, mais eux, ils sont quand même bien tarés quand même, hein. Ils sont du genre à faire des coups tordus dans le dos et tout. Je me méfie. Alors, Patrick il dit qu'il a entendu que les femmes ukrainiennes demandent à leur mari de rester prisonniers pour éviter l'interrogatoire et leur renvoi sur le front. Oui, oui, on a des vidéos comme ça, de femmes qui disent à leur mari refuse l'échange. Mais parce qu'elles savent que chez nous, contrairement à ce qu'ils racontent, ils sont pas torturés, ils sont bien traités. Ils ont un toit au-dessus de leur tête, ils sont en sécurité, ils sont nourris, logés, blanchis. Voilà. Donc elles savent que tant qu'ils restent dans les centres de détention russes, les mecs sont en sécurité. Bien plus que sur le front, bien sûr. Alors, sans oublier les fameux exercices militaires en Lozère où la France s'est fait laminer en une demi-journée, dit Divda. En plus, au sujet des troupes, dit Lune Rouge, j'ai vu entendu plusieurs fois que l'armée française aurait déjà dit non au petit macro destroyer. Pas trop tôt si les militaires français utilisent enfin leur conscience au lieu d'obéir comme des machines au service des oligarques, pédosatanistes et consorts. Mais j'espère vraiment que l'armée française lui dira merde. Parce que c'est de la folie furieuse.
Alors, à Samoa, pas de souci, tu peux poser des questions qui te semblent idiotes. Il n'y a aucune question idiote, il n'y a que les réponses qui le sont. Est-ce que tout ceci, c'est les actions des Européens à travers l'Ukraine, sont pas en fait des tests pour identifier les forces et faiblesses de la Russie pour l'attaquer au moment opportun? Ah ben bien sûr que de toute façon, euh, leur espoir, c'était que l'Ukraine arrive à mettre la Russie KO debout militairement, pendant que les sanctions le feraient économiquement. Bon, ils sont plantés sur toute la ligne parce que les mecs sont des buses. Mais, faut pas se leurrer, clairement. Euh, L'OTAN étudie ce conflit. Ils étudient ce que fait la Russie. Ils la surveillent de très très près. Et donc clairement, ce conflit est un moyen pour l'OTAN de se remettre à jour sur la façon dont la Russie combat, dont l'armée russe combat. C'est plus et c'est moins. Bien sûr, ils en profitent pour identifier les forces et les faiblesses de la Russie. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Russie, entre guillemets, c'est pas un mal qu'elle combatte pas à fond. Parce qu'elle sait très bien qu'elle est surveillée. Donc si elle se donnait à fond, bah, elle donne toutes les infos à l'OTAN, c'est pratique, puis après, ils savent comment attaquer. Alors que si tu combats avec un bras dans le dos, certes, c'est pas très avantageux, mais de l'autre côté, ton adversaire ne peut pas pleinement comprendre de quoi tu es capable quand tu te bats avec tes deux bras. Voilà, c'est effet de surprise, tout ça, tout ça. Donc c'est pas une question idiote du tout. Pas du tout, du tout. Alors, j'ai entendu que les Russes utilisaient le réseau Starlink, du moins pendant un certain temps. Est-ce que vous confirmez? Oui, 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 oui. Oui, oui, ils ont utilisé Starlink. Bon, bah là, Tonton Musk a fait un peu le ménage, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place un système d'identification des terminaux qui sont légitimes, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui sont côté ukrainien, et donc ils ont bloqué tous les autres. Mais on a d'autres moyens, de toute façon, les Russes, là-dessus, sont d'une adaptabilité, vous imaginez pas. Dana Osa qui dit les Russes ont trouvé des moyens de contourner Starlink, entre autres des dirigeables à très haute altitude qui servent de répétiteurs. Et c'est effectivement le cas. Alors, Infini qui dit je pense que les dirigeants occidentaux ne pourront pas doter l'Ukraine de l'arme atomique. C'est que cette arme ne pourra pas changer le cours du conflit, d'une part. Et officiellement, ça impliquerait ces États européens et ils n'ont pas la capacité de suivre un conflit intense. Mais encore, les États-Unis ne voudront pas un tel conflit. Car ils seraient obligés de s'impliquer par rapport à l'OTAN. Donc c'est des bruits de bottes de gens qui sont en fin de carrière politique, enfin, même de vie, à mon avis. Mais en fait, le but, c'est pas de gagner le conflit. Le but, ça serait en fait de faire une espèce de chantage à la Russie, en mode, soit tu revois tes exigences à la baisse dans les négociations, soit on utilise cette arme contre une ville de Russie. C'est ça en fait, c'est du terrorisme. Voilà, c'est du chantage mafieux. Les mecs ont pas compris juste un truc, c'est que non, tu joues pas à ça avec une puissance nucléaire comme la Russie. Parce que non seulement elle va frapper l'endroit en Ukraine où va se trouver ce joujou avant même qu'il soit tiré, mais le problème, c'est que si tu suis la doctrine nucléaire russe, les pays qui auront fourni ce truc-là à l'Ukraine seront des cibles légitimes. D'accord? Donc ça veut dire que Paris et Londres seraient bonnes candidates pour se faire vitrifier. Voilà, donc... Alors... Alors, tac tac tac, le terrorisme va se développer lorsque ce sera la fin pour l'Ukraine, dit Eva. Bah oui, malheureusement. Malheureusement. Ça c'est clair, de toute façon c'est ce que j'ai dit depuis longtemps. Donc ça c'est clair. Je m'y attends. Je veux dire, il y a des gens qui me disent, mais même après la fin de la guerre, tu comprends que des gens comme toi seront en danger. Ben oui, je sais. J'en ai pour des décennies à vivre en faisant attention. Voilà, mais je le sais. Et ça sera le cas pour toutes les personnes militaires, officiers, hommes politiques, journalistes. Voilà, volontaire ou chef d'organisation humanitaire, on le sait que ça va malheureusement être comme ça pendant encore longtemps.
Sclé qui demande quand même si les retextes de l'armée seront faits de manière honnête et sérieuse ou si elles seront caviardées par le politique au final. Non, 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 ça sera quand même, ça sera quand même honnête. On l'a vu là avec les exercices Hedgehog 2025, hein, où on a appris que, eh bien, deux brigades de l'OTAN se sont fait laminer par 10 dronistes ukrainiens qui jouaient le rôle des dronistes de l'armée russe. Voilà. Voilà, il y a plusieurs dizaines de blindés pulvérisés et 2000 mecs mis en incapacité de se battre par 10 mecs équipés de quelques dizaines de drones. Donc, non, non, ça a été bien transmis. Ils ont bien. Voilà. Grégory qui dit que c'est l'ironie de voir que ça serait Washington qui pourrait calmer la France et la Grande-Bretagne, puisque tonton Donald est le chef d'une nation qui est non seulement partie prenante du conflit, mais en est l'instigateur. Ben oui. Alors, Ludovic qui dit que l'OTAN n'a pas la capacité, armement, etc., de se battre contre la Russie. Et puis, en plus, l'OTAN, ça serait le jeu des alliances Russie, Chine, Iran, Corée du Nord. Et ça serait, Gaius le dit, un conflit entre l'OTAN et la Russie serait inévitablement nucléaire. C'est bien ce qui me fait peur. Flucat qui demande si c'est normal qu'on n'entende plus parler de Gaza. Bah, pour l'instant, malheureusement, la situation avec Gaza est toujours... la situation humanitaire est toujours catastrophique. Je veux dire, ça n'a pas changé. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Et je pense malheureusement que... Ah, on le sait bien, que ce qu'Israël veut faire, c'est génocider toute la population palestinienne, ou les foutre dehors, les envoyer en Égypte, au Liban, où tu veux. Enfin, ils veulent s'en débarrasser pour récupérer le territoire, puis toutes les petites richesses qu'il y a hein, euh, à quelques kilomètres de la côte. Voilà. Ludovic qui dit que toute personne réellement pro-russe est menacée. Oui, c'est clair. Gaius qui dit qu'en aparté, les narcos qui foutent le bordel au Mexique actuellement, pour certains, fait un passage en Ukraine comme mercenaires. Oui, ben ça je l'avais dit, hein. Voilà, ça on l'avait dit. On avait dit sur notre chaîne que, attention, il y allait avoir un petit retour de karma. Hein. Karma is a bitch. Hein. Le karma est une salope. Et je l'avais dit que de laisser comme ça des mecs venir combattre côté ukrainien, se servir de drones, de ci, de mi. Bah ouais, il y a un moment où ça a des putains de conséquences. Et donc, bah là, les conséquences, elles sont pas jojo. Mais ça, c'est assuré. De toute façon, quand on a vu, quand avec Laurent, on a vu qu'il y avait beaucoup de Sud-Américains, on l'avait dit, hein. On l'avait dit qu'à un moment, ces gens-là, il y a certains vont rentrer à la maison et vont appliquer chez eux ce qu'ils ont appris en Ukraine. Et c'est exactement ce à quoi on insiste. Voilà, on vous l'avait dit, on vous l'avait dit, et on vous l'avait dit. J'en ai marre de jouer à Cassandre, je vous jure, j'en ai ras-le-bol. J'en ai marre de dire je vous avais dit et j'avais raison. D'accord? Ces phrases, je les ai dit des millions de fois et j'en ai ras-le-bol. Voilà, ça me gave. Ludovic qui dit qu'Epstein est devenu Epstein. Oui, enfin, la prononciation à la française, débile. On dit pas Einstein, on dit pas Frankenstein, hein, on dit Frankenstein, on dit Einstein, voilà, et c'est Epstein, voilà. Donc je sais pas d'où il sort cette prononciation de Epstein et de machin. Enfin, c'était complètement débile. Voilà. Patrick qui dit effectivement la Russie combat avec des moyens limités quand elle utilise des moyens nord-coréens, iraniens ou de l'URSS pour ne pas dévoiler son matériel. C'est normal que l'avance soit lente mais constante pour préserver son matériel et le pays d'une attaque. Mais c'est ça. Quand je dis pourquoi, les gens me demandent pourquoi la Russie met pas tous ses moyens et tout, bah parce qu'elle sait très bien que l'OTAN l'attend au tournant. Si elle met tous ses moyens, bah ils peuvent l'attaquer sur un second flanc, puis bah là, elle se fait avoir, c'est terminé. Jamais mettre tous tes œufs dans le même panier. Alors.
Dom qui, oui, parle des exercices Hedgehog, où l'armée de l'OTAN n'a pas tenu 2 heures, n'a pas réussi à avancer du tout, et une bonne partie de réalité dans la tronche. Ouais, mais c'est tant mieux. C'est tant mieux. Eva qui dit oui, j'avais parlé de ces mercenaires. Ouais. Ce qui est agréable avec vous, dit Patrick, c'est votre culture. Bah, c'est gentil. Ouais. Complot et troll sont devenus nos bac plus 10, dit Ludovic. Bah ouais. Bon, qu'est-ce que je peux dire? C'est comme ça. Donc ouais, bilan de ces 4 ans d'opération militaire spéciale, et ben on avance. L'armée russe avance, elle avance bien. Principalement en région de Zaporogie, République populaire de Donetsk, soumis, et puis région un petit peu la région de Kharkov. Mais ça avance. Et chaque jour qui passe, eh bien l'Ukraine, tant qu'elle refuse de signer des accords de paix, plus elle attend, et plus ils seront défavorables, et plus il y aura de régions qui seront inscrites comme perdues pour l'Ukraine. Ça, s'ils continuent comme ça, bientôt ils auront perdu les régions soumises, Kharkov, Dnipropetrovsk, voilà, en plus de Lugansk, Donetsk, Zaporogie, Kherson, et puis bon, on rajoutera Nikolaïev et Odessa, hein, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ça me fait pas plaisir, hein. Je sais bien que tous les débiles pro-ukrainiens disent que oui, que je hais l'Ukraine et les Ukrainiens, que je suis ukrainophobe ou je sais pas quelle connerie, c'est n'importe quoi. J'ai aucune haine ni contre l'Ukraine ni contre les Ukrainiens. J'ai un problème avec les néo-nazis ukrainiens, j'ai un problème avec les autorités ukrainiennes et les crimes de guerre de l'armée ukrainienne, mais je n'ai pas de problème avec les Ukrainiens et l'Ukraine en général. Gorka qui dit les Ukrainiens préparent une fortification d'Odessa, donc va-t-elle revenir à la mère patrie? Oui, elle va revenir à la mère patrie. Et ça a été décidé, et je vous l'ai dit, quand les Ukrainiens ont de nouveau attaqué des pétroliers qui quittaient les ports russes. Voilà, Vladimir Poutine a commencé à mentionner Odessa. À partir du moment où il commence à mentionner, c'est que la décision elle est déjà prise. Même s'il utilise du conditionnel, même si c'est du si, non. De toute façon, on le sait, tant qu'ils auront l'accès à la mer Noire, ils vont continuer les attaques contre la Crimée, contre les bateaux, contre la flotte de la mer Noire. Donc il n'y a pas 36 000 solutions. Contre le pont de Crimée. Donc il n'y a pas 36 000 solutions, il faut les couper. Donc c'est même pas une question que est-ce qu'ils mais s'ils vont fortifier. Oui, mais si tu fortifies, mais qu'à un moment t'as plus de soldats pour tenir les fortifications, parce que c'est ça le principe de la tactique d'attrition, c'est qu'en fait tu élimines le personnel et l'équipement militaire de l'ennemi jusqu'au moment où en fait l'armée est tellement décimée qu'elle ne peut plus tenir la ligne de front. Parce que si t'as des fortifications mais qu'il n'y a personne pour les tenir, les fortifications, c'est joli, mais ça sert à rien. Voilà, voilà quoi. Donc oui. Oui, Odessa, je pense, retournera à la maison. De toute façon, c'est une ville russe, fondée par Catherine la Grande, comme Nikolaïev, ville russe, comme Kherson, Zaporogie. C'est des villes russes, tout ça. Voilà. Moi, ceux qui me font peur, c'est les Polonais. Pour l'Europe, ça devient un gros danger. Ils sont gavés d'armes et de blindés. Ah oui, puis eux, ils sont bien russophobes aussi. Hein. Ils sont bien remontés. C'est possible qu'à la suite des Ukrainiens, c'est eux qui soient envoyés au casse-pipe. Hein. Mais là, ce sera pas la même. C'est la relation des Russes avec les Polonais. Hein, non, c'est pas la relation fraternelle. Peuple russe, peuple ukrainien, un seul peuple frère. Non, là, c'est plutôt les vieux ennemis, si vous voulez. Hein, je rappelle que la Pologne a envahi plusieurs fois la Russie. Entre autres à l'époque des troubles, au XVIIe siècle, cherchez temps des troubles, invasion polonaise. Après la fin de après la révolution bolchevique aussi, hein, je rappelle, ils ont attaqué
la toute jeune URSS, hein, pour essayer de se tailler une part du gâteau. Euh, Accord de Munich, hein, allez voir comment la Pologne a mangé un morceau de la Tchécoslovaquie à son avantage. Hein, non, parce que quand les Polonais viennent nous parler du pacte Molotov-Ribbentrop, si vous voulez, ils ont oublié un petit truc au passage, c'est que ils ont été les premiers à se servir chez les voisins quand même. Hein, voilà, voilà, voilà. Donc si vous voulez, si les Polonais jouent à ce jeu-là, ça sera pas la même. C'est-à-dire que là, ça sera pas une opération militaire spéciale. C'est ça que j'essaie d'expliquer en long, en large et en travers. Ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine n'est pas une guerre au sens littéral du terme. Par contre, si l'OTAN commence à vouloir jouer les kékés et à entrer en conflit direct avec la Russie, là, ça sera une guerre. Et là, ça sera pas la même du tout. Du tout, du tout, du tout. Voilà quoi. Donc voilà quoi. La Pologne avait pris Brest en Biélorussie avant 1939. Oui, 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 oui. De toute façon, voilà, ils ont. Je veux dire, les Polonais avaient pris des morceaux de territoire de leurs voisins avant même le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. D'accord? Donc quand ils viennent chialer après sur leur attaque par les Allemands d'un côté et les Soviétiques de l'autre, bon, écoute mon gars, je veux dire, les Soviétiques t'avaient demandé gentiment de laisser passer leurs troupes à travers ton territoire pour aller porter assistance à la pauvre Tchécoslovaquie. Tu les as envoyés chier. Bon, à un moment, faut pas venir chialer. Donc voilà, donc les Polonais, voilà, c'est une vieille histoire entre eux et la Russie. Donc là, ça se passerait pas de la même façon, clairement. Donc, ouais, j'espère quand même qu'ils vont se calmer un peu, les excités du bulbe à Varsovie. De toute façon, il va falloir surveiller tout ça de très très près. Continuez de vous informer, d'informer autour de vous. Et puis, bah, on est parti pour la 5e année d'opération militaire spéciale. Mais si on regarde depuis le début de la guerre dans le Donbass, eh bien, on est rentré dans la 13e année de guerre. 13e année de guerre et bah, clairement, il y en a encore pour un bon moment. C'est pas pour demain, la fin du conflit. Et donc, bah, faut continuer à informer, à réinformer et à suivre ce qui se passe de très très près. Surtout vu l'hystérie des Européens. Voilà, voilà. Donc, je vous retrouve demain pour parler de sujets un petit peu plus européano-français sur TVADP, mais on va parler quand même des gros délires donc des Européens en matière donc justement soutien quand même à l'Ukraine, armement et autres fantaisies. Paquet de sanctions, tout ça, tout ça. Je vous retrouverai dimanche pour un nouveau rapport hebdomadaire de situation avec la petite carte militaire et tout, pour qu'on refasse un petit point sur les avancées de la semaine. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain direct Airstream. Et merci Eva. Je vais retrouver la santé. Hein, c'est juste que faut que j'ai un petit peu de temps pour me reposer. Voilà, voilà. Bonne soirée à vous tous. Et à la semaine prochaine pour le prochain direct Airstream. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Et pour ceux qui sont malades comme moi, soignez-vous bien.